Salut mes petits Azunés, comment ça va? On est de retour, enfin, depuis le temps. Une semaine sans vidéo, ça commence à faire, on commence à prendre un petit rythme pépouze. Non, la raison est simple. Oui, tu avais quelque chose à dire peut-être. Il se lève de la sieste, il est bien, il s'est tiré. Non, qu'est-ce que j'allais dire? Oui, la review de l'épisode arrive un petit peu tard, on est jeudi aujourd'hui déjà. La raison elle est simple, c'est que déjà je travaille, hein, et puis donc j'ai pas énormément de temps. Et puis la configuration de mon studio d'enregistrement, c'est plus, comme je suis dans une mezzanine, c'est plus un open space, c'est-à-dire qu'il y a toujours quelqu'un qui vient, qui rentre, qui ouvre des portes, qui fait du bruit, qui machin. Donc pour l'enregistrement c'est assez compliqué, et ces 4 derniers jours, ça a été le cas, je n'ai jamais été peinard plus d'un quart d'heure depuis dimanche. Donc ce qui fait que je ne peux tourner qu'aujourd'hui jeudi. Mais qu'à cela ne tienne, j'ai pu voir donc du coup l'épisode plusieurs fois. Je me suis régalé à chaque fois, c'est un épisode très intense, il se passe toujours quelque chose, toutes les scènes sont importantes pour la compréhension, il y a toujours des éléments qui vont apporter des informations très intéressantes. On va étudier ça, on va regarder ça, il y a plein de choses à dire. Jingle! Alors un épisode qui globalement était hyper intéressant, je vous l'ai dit et redit. Un épisode de 20 minutes ressenti 40, facile. J'exagère un peu mais c'est presque ça, il y a énormément de nouveautés, toutes les nouveautés sont impactantes, sont intéressantes, amènent du contenu qui va pouvoir être développé par la suite. Le tout servi par une mise en scène et une direction artistique, on peut dire ça, qui est de toute beauté. Je n'ai pas lu le manga, mais j'imagine qu'il y a certains plans qui ont été pris planche pour planche directement depuis le dessin. L'épisode débute donc dans la continuité de l'épisode précédent, pas le temps de niaiser. On est dans le match, on est directement dans l'ambiance, on est dans l'intensité, on est plongé sur le terrain à côté de tous les joueurs. C'était génial, ça continue. Heureusement, j'ai envie de te dire, parce que c'est un peu le prime de cette saison 2, hein, le match contre les U20, qui va durer, je pense, pas mal d'épisodes, parce que il va y avoir beaucoup de choses à raconter, j'imagine, dans la mesure où on prend le temps de nous présenter tous les 22 acteurs. Il y en a certains qu'on connaît déjà, notamment du Blue Lock, mais là on prend le temps de bien nous installer, de bien nous présenter les 11 titulaires des U20, ainsi que les duels à venir. Et donc j'imagine que dans le déroulé narratif de ce match-là, il va falloir que les 11 titulaires du Blue Lock, ou bien leurs remplaçants et la stratégie d'ego, arrivent à supplanter individuellement l'adversaire d'en face. Alors dans le scénario de cet épisode, on a la continuité, je vous le disais, de l'épisode 6, dans lequel le Blue Lock initiait une attaque, était à 2 doigts de marquer sans l'interruption du défenseur central Oliver Haiku, celui qui a les mèches vertes et violettes, qui est le patron à la fois de la défense et à la fois le patron de l'équipe. On le voit un peu plus tard dans l'épisode, en train de tempérer un petit peu les joueurs de son équipe et de faire le liant entre tous les joueurs. Le scénario servant donc le propos, on va donc passer en revue toute la défense des U20 en détail. Puis, à l'initiative d'Haiku, on va avoir droit à une contre-attaque. Les joueurs se passant la balle d'abord au milieu, et on va avoir tous les milieux, puis ensuite aux attaquants, avec notamment Sae Itachi qui joue en 10 et qui va passer la balle un peu à tous les attaquants. Il y en a un qui s'appelle Kitsune, je crois, celui avec les cheveux orange, le Kitsune, le renard. Et celui qui se prétend être la star de l'équipe, Sendo, il me semble, le numéro... C'est même pas le 9, parce que c'est Kitsune le 9. Donc ça doit être le 11. Cette contre-attaque-là va se finaliser par un but de Sae Itoshi qui va démontrer tout son talent en tant que milieu de terrain, distributeur,
passeur, dribbleur et buteur également, en marquant dans un angle hyper fermé le long de la ligne de fond de but. Suite à ce but, eh bien, le Blue Lock va réengager, initier une attaque qui va se terminer par le but de Nagi, qui va donc égaliser dans ce match-là à très forte intensité et à très fort enjeu. Alors il nous est montré clairement, et pour ceux qui ne l'avaient pas compris, on a une phrase d'introspection, et l'on a donc un premier point hyper intéressant qui va être développé très certainement avec des flashbacks ensuite sur la relation entre Sae et Rin Itoshi. Sae ayant, je l'ai dit dans l'action précédente, démontré tout son talent, Rin par orgueil va vouloir démontrer que lui aussi est à la hauteur de son frère, par pure rivalité et pour dire moi aussi je veux marquer le même but que toi et tu vas voir je vais y arriver. Seulement Rin échoue. De très peu, on voit juste le gardien des U20 effleurer la balle et la faire ressortir. Mais ça montre bien que Rin a ce désir profond, une rancœur, il y a peut-être quelque chose de très profond au fond de lui qui le motive à vouloir surpasser son frère. Pour quelle raison ? On le voit un petit peu dans les autres épisodes lorsqu'ils sont plus jeunes. Rin est plus jeune que Sae, il me semble, puisqu'il va jouer dans l'équipe dans laquelle joue déjà son frère quand ils sont gamins. Donc ça peut être un levier, ça peut être une histoire très intéressante à raconter entre deux frères rivaux qui à un moment donné se sont séparés, se sont embrouillés et qui vont peut-être se réconcilier sur un terrain de foot. Qu'est-ce que tu fais ? Oh, trou de balle. Alors, maintenant, l'action des U20. Eh bien, cette action-là, elle va nous en dire beaucoup sur à la fois l'état d'esprit de chacun des joueurs et à la fois l'état d'esprit de l'équipe. Le but, tout d'abord, va initier chez les joueurs du Blue Lock un état de doute, un état de stress. Ils sont menés, ils sont dans un stade qui est acquis à 100% à la cause des U20. Et pour cause, le Blue Lock, personne ne les connaît. Ils sont là, ils partent d'une notoriété de zéro. Ils sont là pour se faire connaître initialement. Donc personne ne va encourager une équipe inconnue. Donc ils se retrouvent un peu comme le disaient les défenseurs, un peu comme s'ils jouaient à l'extérieur. Tout le stade étant acquis à la cause, je le disais, des U20, personne ne va encourager le Blue Lock. Et c'est une dimension émotionnelle très particulière de jouer, d'évoluer sur un terrain hostile avec des supporters qui vont vous siffler, qui vont encourager le moindre mouvement, le moindre beau geste de votre adversaire. C'est une pression supplémentaire. Une pression que Ego lui-même commence à en parler, qui est un facteur que les joueurs du Blue Lock n'ont pas connu dans l'entraînement qu'ils ont eu en interne, et que, il le dit lui-même, rien ne les préparait à ça. Tu as beau t'entraîner et t'entraîner des jours et des jours et des jours, réappliquer les mêmes schémas tactiques et les mêmes passes pour que les joueurs se connaissent les uns les autres, rien ne te prépare au jour J, au jour où tu te retrouves dans l'arène, avec du public, avec un vrai public, avec une véritable ambiance, et un jour où toutes les émotions vont être cumulées. Le doute s'installe dans certains joueurs, ils sont menés. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Comment on va réussir à se sortir de là ? Eh bien, c'est là où va rentrer le génie d'Ego. Je m'explique. Ego a constitué son 11 avec de fortes individualités, certes. Mais aussi, on l'a vu dans les 2 premiers épisodes, avec des joueurs qui ont cette capacité-là de s'adapter, de se surpasser, d'aller chercher dans des émotions in situ, sur le moment, d'aller chercher des leviers de motivation supplémentaires pour atteindre le flow. Les 11 joueurs, selon Ego, sur le terrain actuellement, sont capables de cet éveil-là. Il a donc
toute confiance aux capacités d'improvisation de ces joueurs-là. Et le fait que chacun des 11 joueurs sur le terrain soit capable de se transcender, de se surpasser et de marquer, va être un facteur déterminant dans le match. Un petit mot sur l'ambiance également dans le stade lorsque Sae marque. On a un plan sur Izagi qui devient de plus en plus gris, de plus en plus sombre. On a une ambiance sonore qui est absolument exceptionnelle. On a véritablement cette dimension comme si on était dans un stade, qu'on avait la clameur du public qui vient encourager son équipe et la féliciter. Et c'est à ce moment-là justement que joue ce facteur stress, ce facteur de doute qui va émotionnellement baisser, qui va émotionnellement toucher Izagi au plus profond de lui, qui va se mettre à douter. Et c'est Rin, le capitaine, qui va venir remobiliser ses troupes, et notamment Izagi, pour lui dire maintenant tu te concentres sur moi, et on va aller marquer le but, on va renverser la vapeur. Tu boudes? T'es bien là? C'est mon canapé ici à la base. Alors on a ce sentiment étrange lorsque le Blue Lock égalise et marque le deuxième but, c'est que finalement on a l'impression qu'ils sont déjà à bloc. Ils ont fini, ils ont passé l'étape du travail à l'entraînement, ça ne marche pas, ils sont obligés maintenant d'improviser et déjà de se surpasser. On est au tout début du match, ils sont déjà à fond de cale. Et on a l'impression que de l'autre côté, les U20, ils en ont encore sous la pédale, ils sont peinards. Tu vois, le ballon circule très bien. On voit mal comment, dans l'état actuel des choses, la victoire pourrait leur échapper. Et c'est ce que on va en revenir à ce que je parlais au tout début de l'épisode, au tout début de la review, pardon. C'est que dans la présentation des duels que l'on va avoir entre le ninja et le moine tatoué, entre le gars aux lunettes, l'empereur des duels et l'autre là qui est hyper rapide, Nagi et le Doberman, Izagi et putain j'ai déjà oublié son nom, Oliver Haiku. Au milieu de terrain on a Karasu, Bashira, qui c'est l'autre? Je sais plus. Oui, c'est Chigiri qui monte sur les ailes. En milieu de terrain, le mec qui a la touffe Jackson 5 sur la tête. On a à peu près tous les duels qui se sont présentés. Ils sont clairement en deçà. Ils sont obligés de s'y mettre à deux pour bloquer un petit peu les joueurs du U20. Seulement un duel, ça se remporte en 1v1. Allez, actuellement, ils n'en sont pas capables. Donc il va falloir que chacun, on va avoir très certainement dans les prochains épisodes, les éveils de chacun des joueurs du Blue Lock qui vont se transcender et qui vont prendre le dessus sur leur adversaire direct. Je l'espère. Ça serait super cool. D'autant que, élément très intéressant encore une fois, dès lors que Sae a marqué son but, il va distribuer les douilles à tous ses collègues de l'attaque pour leur dire: les mecs, j'aurais pu tirer 3 fois, j'aurais pu marquer 3 fois. Ok, j'ai fermé ma gueule, je suis le nouveau, j'ai dit tiens, je vais vous donner une chance. Vous n'en avez pas été capable, vous êtes des grosses merdes. Moi, si c'est ça, je vais jouer tout seul et je vais vous supplanter. C'est pas la peine, rentrez chez vous. Je les prends tout seul. Et je gagne quand même, vous êtes inutile. Donc on voit Sendo, le numéro 11 qui se prend une douche phénoménale sur la gueule. C'est pas une saine rivalité entre les deux, tu vois ce que je veux dire, c'est que ça fait passer Sae pour un connard de première et un mec hyper froid. Et c'est peut-être ça qui pourrait être un propos encore plus intéressant en sondant un peu. C'est que nous aurions une comparaison entre le Blue Lock, qui est une équipe de joueurs individualistes, mais qui jouent en équipe, et de l'autre, une équipe qui joue
en équipe, mais avec des individuels qui ne veulent pas jouer en équipe. Je sais pas si je me fais bien comprendre, mais tu vois un peu l'idée. Moi, quand je vois Sae Itoshi, je me dis le mec, il ne joue pas en équipe. Enfin, il ne joue pas. Il va plus jouer en équipe. Il va jouer pour sa gueule. Et puis voilà. Donc, est-ce que les autres joueurs du U20 vont lui passer la balle en sachant que c'est un gros connard et qui va se foutre de leur gueule? Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Quand tu joues perso comme ça, tu ne t'attires pas la sympathie des gens. Même si, et le travail de Haiku est très bon là-dessus, le personnage d'Haiku est très bien mis en scène, c'est un excellent capitaine. Parce qu'il est là en train de ménager, alors avec le sourire, tu vois, avec beaucoup de diplomatie et beaucoup de management, il essaie de ménager la chèvre et le chou. J'irai chercher l'origine de cette expression, elle est géniale. Il essaie de ménager la chèvre et le chou entre Sae et entre le reste de son équipe. Parce que Haiku, à choisir, il choisit son équipe, il choisit pas Sae. Alors oui, ok, c'est un petit génie, Sae. Mais si c'est pour foutre en l'air son équipe, c'est pas bon. Parce que c'est son boulot de faire la cohésion dans son équipe. Et s'il n'y arrive pas, c'est Sae qui va en faire les frais. Voilà, donc un épisode 7, un épisode vraiment sti que j'ai apprécié. Je me suis retrouvé à bader devant l'épisode, à être dedans, hein, vraiment. J'étais sur la pelouse à côté des joueurs. L'immersion était totale, l'ambiance était géniale. Non, vraiment un très très bon épisode en intensité et puis en introspection de la part même d'ego, des joueurs. Ça va pas être de la tarte. Alors quelle va être la suite du match? Alors pour répondre justement à un commentaire qui a été fait sur la vidéo aussi, sur la review précédente, et merci d'avoir participé, eh bien j'expliquais que je voyais plutôt les U20 gagner à l'arraché sur un but du 5-4, je crois que j'avais marqué. Et tu me disais dans les commentaires, oui mais si les U20 gagnent, alors le projet Blue Lock tombe à l'eau et s'arrête. Effectivement, tout à fait raison. Dans la saison 1 ou dans la saison 2, je ne sais plus exactement à quel moment on en parle. Il me semble que c'est dans la saison 1, au tout début. On nous tease que si lors de ce match le Blue Lock perd, alors les fonds s'arrêtent et le projet tombe à l'eau. Bon, on a très bien compris qu'il y avait quelqu'un qui a envoyé du flouze, du pèse derrière pour financer ce projet-là. Alors oui, effectivement, on pourrait penser effectivement à 90% que les U20, que Blue Lock, doit gagner. Moi, j'aime pas, enfin, je suis un gros con, on est bien d'accord, mais j'aime pas la solution de facilité, si tu veux. Ça me semble un peu trop facile de dire, le Blue Lock, ils arrivent à gagner. Je sais pas. Alors, je vais peut-être nuancer mon propos du 5-4, effectivement, pour le U20. Peut-être éventuellement un match nul. Ça serait la solution du pisse-froid qui dit personne n'a gagné, personne n'a perdu, il n'y a que des vainqueurs, et voilà, merci. Il y aurait la solution effectivement que le Blue Lock gagne. Mais ça va être hyper serré, tu vois ce que je veux dire. Ça va être peut-être. On n'a même pas parlé de savoir s'il allait y avoir des pénaltys. Tu vois, parce que match nul, ok. Est-ce qu'il faut dégager un vainqueur? Est-ce qu'il va y avoir des pénaltys? Peut-être pas, j'en sais rien. Des prolongations, peut-être, également, ce qui pourrait faire rentrer des remplaçants. Le Blue Lock qui gagne au bout des pénaltys ou du temps réglementaire ou des prolongations, je sais pas. Ouais, ça pourrait être intéressant, ça pourrait être hyper intense, un match mémorable. Ou bien il pourrait y avoir l'inverse, c'est-à-dire que le U20 remporte la victoire.
mais avec en reconnaissant la valeur du vaincu. Ça aussi, c'est un ressort qui revient souvent dans les mangas. C'est-à-dire, je t'ai vaincu, mais je reconnais ta valeur. Des exemples à l'appel, si vous avez mon âge, vous l'avez vu. Les Chevaliers du Zodiaque, l'arc du Sanctuaire, Seyar, Pégase, qui se fait défoncer la gueule littéralement par le Chevalier du Taureau Aldébaran. Pégase n'a pas vaincu. Il lui a pas mis une tôle pas possible à Aldébaran. Il a juste réussi à passer par-dessus sa technique et à le toucher. Et ça a été symbolisé par le fait que Seyar coupe la corne d'Aldébaran, de l'armure du Chevalier du Taureau. Seyar n'a pas vaincu Aldébaran. Il a vaincu sa technique, il a vaincu sa fierté, et Aldébaran a reconnu sa valeur et l'a laissé passer. Autre exemple, Milo. Milo, le Chevalier du Scorpion, qui affronte Yoga, le Chevalier du Cygne. Il lui met une tabasse pas possible, Milo. Il le tue presque avec Antares. Le dernier point d'acupuncture, comme dit. Je vous conseille, d'ailleurs, aparté, vous tapez les Chevaliers du Zodiaque, la série abrégée. C'est génial, c'est génial. C'est le même arc, mais avec un point de vue différent, avec une narration différente, très humoristique, complètement décalé, c'est à mourir de rire. Et ça montre un petit peu les faiblesses du scénario des Chevaliers du Zodiaque. Donc Milo, voilà, Milo reconnaît la valeur de Yoga parce que Yoga a réussi à le toucher un petit peu pendant que Milo lui a envoyé son attaque finale et finalement presque le tuer. Donc il dit, ah tiens, tu as réussi à me toucher une fois depuis une demi-heure que je te fous des grosses tatanes comme ça dans la gueule, je te fous une tête comme ça et je t'ai presque tué, mais toi tu as réussi à me toucher. Ah ben je reconnais ta valeur, vas-y passe. Mais donc c'est pour ça, il est possible qu'on soit encore sur ce levier-là, sur ce plot twist un peu là, de dire le Blue Lock a perdu, mais le patron qui finance le Blue Lock dit non mais attendez, moi les petits jeunes là qui ont perdu, je reconnais leur valeur, je ferme pas le Blue Lock et on continue. Peut-être. J'en sais rien. En tout état de cause, ben écoutez, on est jeudi, dans 2 jours, on a l'épisode 8. Je vais être comme un dingue, je vais sortir les fanions, les écharpes et tout compagnie, je vais dire allez Blue Lock. Ben oui, parce que c'est pépite. Alors, bon allez, moi je vous laisse. Je vais en profiter d'être peinard aujourd'hui pour tourner plein d'autres vidéos, je crois. Vous me commentez, vous me dites un peu ce que vous avez pensé de cet épisode. Vous me dites, lancez-moi les pronos. Alors, pas ceux qui ont vu le manga, d'accord, vous connaissez déjà la réponse. Ne venez pas spoiler, bande de bâtards. Parce que voilà, moi je m'en fous, hein, on n'est pas là pour dire je suis le meilleur pronostiqueur. C'est dans d'autres contextes. Mais non, on est peinard. Venez, on discute. Vous vous abonnez également, merci. La chaîne compte de plus en plus d'abonnés. C'est cool, c'est sympa, merci. Un petit pouce bleu pour le référencement et puis ça sera nickel. Merci, et puis on se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 8 avec des buts. Hein, moi je veux voir du but, je veux voir des éveils, des flammes dans les yeux et tout ça et des plans iconiques. Oui, je vibre. Voilà. Allez, bonne semaine à vous, ciao. Oui. Oh, chat. Le chat. Je vais me faire démonétiser, moi. Et oh, rentre ta bite.